Le ministère britannique de la Défense a annoncé qu'il développait un nouveau missile balistique de frappe en profondeur pour l'Ukraine, appelé Nightfall, avec pour objectif de transporter une ogive de 200 kg et d'avoir une portée de 500 km, ce qui lui permettrait de frapper Moscou. Il semble presque absurde, à ce stade, de continuer à prétendre qu'il ne s'agit pas d'une guerre par procuration. Je veux dire, la Russie n'a évidemment pas intensifié le conflit avec l'OTAN parce qu'elle veut éviter une troisième guerre mondiale. Mais la retenue est encore et encore interprétée comme de la faiblesse. Combien de temps penses-tu que cela peut durer? Je veux dire, les Britanniques peuvent-ils bombarder Moscou avec des ogives de 200 kg et continuer à prétendre qu'il s'agit d'une guerre entre la Russie et l'Ukraine? Ils peuvent le faire une fois, puis la réalité de leurs erreurs deviendra évidente lorsque la Russie frappera la Grande-Bretagne. Je veux dire, si les Britanniques pensent que les Russes n'attaqueront pas la Grande-Bretagne de manière décisive, et quand je dis décisive, j'entends y compris avec des armes nucléaires, ils se trompent. Il n'y a jamais eu d'amour entre la Russie et la Grande-Bretagne. En fait, au sein de l'élite politique russe, il existe une grande hostilité envers la Grande-Bretagne. Les Britanniques n'ont jamais bien traité les Russes. Jamais. Et vous savez, les Russes en ont un peu assez de cette économie défaillante. Le pouvoir, un pouvoir déclinant, proche de l'effondrement, continue de s'imposer d'une manière non seulement irrespectueuse, mais qui en plus représente une menace. Pas une menace existentielle, mais une menace pour la sécurité nationale de la Russie. Il n'y a qu'une seule bonne nouvelle dans tout cela. Nightfall est une plaisanterie, une véritable plaisanterie. Regardez simplement les chiffres. D'abord, on nous dit que c'est en développement. Ce n'est pas développé, c'est en cours de développement. Le montant alloué, si je ne me trompe pas, était de 9 millions de dollars ou de livres. 9 millions, quelle que soit la devise que vous y associez. Ce n'est pas grand-chose. Et quand on regarde les petites lignes, ils disent que l'objectif est de produire 10 de ces Skyfalls par mois à un coût de 800 000 livres chacun. Maintenant, je suis juste un simple marine. Je ne prétends pas être le plus grand mathématicien du monde, mais 10 fois 800 000, ça fait environ 8 millions de livres. Et si le budget total pour développer ce missile est de 9, tu comprends à quel point c'est une blague? Ils n'ont même pas encore d'usine de production. Ils n'ont pas construit de prototype. Ils n'ont pas testé de prototype. On ne sait même pas si le concept fonctionne. C'est encore une fois les Britanniques qui laissent leur bouche aller plus vite que leur cerveau. Oui, les Russes, bien sûr, suivront cela avec un grand intérêt. Mais l'idée que Skyfall soit une arme sur le point de faire ses débuts sur les champs de bataille d'Ukraine est une plaisanterie. C'est pas une arme. C'est un concept totalement sous-financé. 9 millions de livres. Vous savez combien coûte la masse salariale d'une ligne de production de missiles? C'est bien plus que 9 millions de livres. Ils n'ont donc même pas encore embauché le personnel. Ils ont juste un groupe de scientifiques quelque part, vous savez, avec de la craie, dessinant des schémas sur un tableau, les prenant en photo avec leurs iPhones et les envoyant au ministre de la Défense en disant « Nous avons un plan ». C'est tout ce qu'ils ont. Donc je ne pense pas que qui que ce soit perde le sommeil à ce sujet. C'est juste une autre, vous savez, idée stupide venant d'une nation de gens stupides. Oui, donc un autre titre ou article venu de Grande-Bretagne, signé par l'un de leurs généraux, Richard Shirreff, mettait en garde contre une partie de cette rhétorique plus agressive émanant de Londres. Il a souligné que l'idée d'envoyer des troupes en Ukraine était en quelque sorte exclue, car ils n'ont ni les effectifs, ni l'argent, ni l'équipement militaire, ni même la volonté politique, ni du côté de la classe politique, ni du public.
Alors, à quoi bon toute cette rhétorique d'escalade s'ils ne peuvent même pas la soutenir par des moyens concrets? Parce que nous sommes actuellement dans le théâtre de l'absurde. C'est du pur théâtre. Les Britanniques ont un plan directeur, qu'ils essaient de mettre en œuvre en Ukraine, appelé « Keep Ukraine in the Fight ». Un aspect clé de ce plan est la préparation psychologique de l'Ukraine à soutenir un conflit dans lequel, selon tous les critères, elle subit une défaite décisive. À ce stade, toute direction rationnelle, ayant évalué la situation dans son ensemble et comprenant qu'il n'existe aucune voie vers la victoire, chercherait un moyen d'éviter une défaite encore plus écrasante. Mais ce n'est pas ce qui se passe en Ukraine. Le gouvernement ukrainien, d'une manière qui défie toute compréhension, continue de s'entêter dans l'erreur et de saper les ressources stratégiques dont il disposait, gaspillant ses réserves dans des attaques vaines à des fins de propagande. Parce que tout cela sert à des fins de propagande. Tout ce qui est fait aujourd'hui en Ukraine a un but de propagande. Ils ont lancé des attaques de drones contre les plateformes de forage de Lukoil en mer Caspienne. Ils n'ont pas détruit les plateformes, mais vous savez, ils ont obtenu leurs vidéos qu'ils ont pu diffuser. Et ils montrent Zelensky rencontrant le nouveau chef des services de renseignement ukrainiens, parlant du fait qu'ils ont frappé profondément en Russie. Ne comprennent-ils pas que les représailles que la Russie leur infligera seront extrêmes? Vous savez, de larges parties de Kiev n'ont pas d'électricité, pas d'eau, et ne verront pas ces services rétablis. Une grande partie de l'Ukraine est dans une situation similaire. Les Russes viennent de lancer un deuxième Oreshnik contre les Ukrainiens, ce qui, étant donné le silence de l'Ukraine sur ce qui s'est passé, laisse entendre que les Russes ont atteint leur cible et accompli ce qu'ils voulaient. Oui. Alors les Britanniques doivent maintenant mettre en scène ces actions. Ils se réunissent à Paris, la soi-disant coalition des volontaires. Ils sont peut-être volontaires, mais ils sont incapables. Je ne veux pas être trop cru, mais, vous savez, si vous mettez un homme de 110 ans au lit avec une starlette de 22 ans, il peut être volontaire, mais il ne pourra pas. Et c'est l'Europe, c'est le Royaume-Uni aujourd'hui. Ils ne peuvent pas agir, ils sont littéralement pathétiques. 76 000, c'est la taille totale de l'armée britannique. Et maintenant, vous savez, il faut examiner combien parmi eux sont de véritables troupes de combat. Et quand les Britanniques parlent de déployer 7600 soldats, ils ne le peuvent pas. Ils ne les ont tout simplement pas. Ils ne peuvent pas les déployer. Ils sont incapables de déplacer physiquement ces troupes du Royaume-Uni vers l'Ukraine, puis de les soutenir sur place. La logistique, à elle seule, dépasse les capacités de l'armée britannique. Et quand on parle d'envoyer une force, il y a deux choses à considérer. Premièrement, où est votre force de réaction rapide? Vous allez mettre 7600 soldats en danger. Que se passe-t-il quand la situation dégénère complètement? Qui viendra secourir ces 7000 hommes? Personne ne viendra à leur secours. Ils seront morts. Tous mourront. Mais alors, supposons qu'ils ne meurent pas. Quelle est leur rotation? 6 mois. Cela signifie qu'il faut en former 7600 autres pour les remplacer, les équiper, les mettre à niveau, ce qu'ils sont incapables de faire. Ces troupes britanniques ne sont pas déployables au combat. Elles ne sont pas déployables au combat. Elles ont à peine la capacité de sortir de leur garnison. Bon, donc maintenant, si vous rassemblez tout et déployez 7600 soldats, il vous en faut 7600 autres pour les remplacer, et encore 7600 supplémentaires en préparation, se tenant prêts, remplissant la paperasse, terminant la formation finale, se préparant. C'est ainsi qu'une rotation standard fonctionne. Les Britanniques ne peuvent pas le faire, et ils le savent, et leur direction les a déjà épinglés à ce sujet. C'est une véritable plaisanterie.
C'est la même chose pour le reste de l'Europe. Je veux dire, personne en Europe ne peut faire cela. Maintenant, parlons du Skyfall. C'est un missile inexistant. Je serais surpris qu'il ait jamais dépassé le stade du prototype. Disons-le ainsi, si vous avez un missile de 360 000 kilos, ce n'est pas un missile très sophistiqué. Et vous pensez que ce missile va réellement pénétrer les défenses aériennes russes s'il est produit? Non. Tout ce que cela fera, c'est faire de l'Angleterre une cible. Et je ne sais pas combien de fois encore il faudra entendre Dmitri Medvedev dire « les gars, ça va arriver », avant que cela n'arrive vraiment. Vous avez des membres de la Douma russe qui disent « nous devons frapper maintenant avec des armes nucléaires ». Voilà où en est cette discussion. Les Russes observent actuellement ce que font les États-Unis avec l'OTAN, et ils sont fermement convaincus, du moins à certains niveaux, qu'ils pourraient frapper l'Europe avec des armes nucléaires et que les États-Unis ne réagiraient pas, que les États-Unis ne se suicideront pas pour défendre l'Europe, surtout si l'Europe provoque l'ours russe, pour ainsi dire. C'est une façon de penser très dangereuse. Je ne suis pas d'accord avec cela. Je pense en réalité que nous réagirions. Je crois que nous finirions par assister à un échange nucléaire généralisé et que toute vie sur la planète disparaîtrait. Mais Sergueï Karaganov, un penseur politique très influent, a déclaré célèbre ou tristement célèbre que les États-Unis ne sacrifieraient pas Boston pour Poznań, voulant dire par là que la Russie pourrait lancer une arme nucléaire sur Poznań et que les États-Unis ne feraient rien. Voilà où nous en sommes. Maintenant, les Français prétendent disposer d'une dissuasion nucléaire stratégique capable de tenir la Russie en respect. Les Britanniques, eux, font semblant de croire que ce qu'il reste de leur dissuasion nucléaire stratégique a encore une importance. Et les Russes ont décidé que l'Iskander resterait, non seulement resterait, mais ferait partie de leur profil de dissuasion nucléaire stratégique pour une durée indéterminée. Ce qui signifie que les forces nucléaires intermédiaires sont désormais là pour rester en Europe. Merci Donald Trump, et merci l'Europe d'avoir déstabilisé votre continent. Cela donne à la Russie la possibilité de procéder à une escalade stratégique de manière non nucléaire, ce qui rend plus probable l'utilisation de cette arme à l'avenir. Voilà donc où nous en sommes aujourd'hui, une déconnexion totale de la réalité en Grande-Bretagne et en Europe. Ce projet visant à maintenir l'Ukraine dans la lutte, c'est assez étrange que nous en soyons là aujourd'hui. Il n'y a plus de prétention à une victoire possible. L'objectif désormais est simplement qu'ils perdent plus lentement et qu'ils épuisent le reste de leurs forces humaines. C'est très sombre, car on sait bien que si des soldats britanniques étaient massacrés de cette manière, jamais on n'aurait fait de la poursuite de la guerre un objectif à tout prix. Ils auraient déjà conclu un accord ou se seraient retirés. Mais encore une fois, comme ce sont des Ukrainiens qui se battent, je ne pense pas qu'ils comptent vraiment leurs pertes.